Il est 20h43 dans une suite luxueuse de l'hôtel Al Bustan Rotana à Dubaï. Un homme glisse sa carte magnétique dans la serrure d'une chambre. Derrière lui, 2 autres hommes attendent. Ils n'ont échangé aucun mot depuis 3 heures. À l'intérieur de la chambre, Mahmoud Al-Mabou, l'un des fondateurs de la branche armée du Hamas, est en train de retirer ses chaussures. 10 minutes plus tard, il est mort. Pas de cris, pas de sang, pas un seul coup de feu. Seulement une trace quasi invisible laissée par une injection paralysante, une pression sur un oreiller et un corps froid retrouvé le lendemain par le service de chambre. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas la mort, c'est ce qui vient après. Car moins de 48 heures plus tard, les autorités de Dubaï découvrent que l'assassinat a été mené par plus de 26 agents infiltrés. Des hommes et femmes venus d'Europe, tous entrés dans le pays avec de vrais faux passeports pour exécuter un meurtre sans bavure. Et ce n'était qu'un début. Car ce que le Mossad préparait ensuite allait dépasser tout ce que l'on croyait possible. Mais pour comprendre jusqu'où Israël est allé dans la guerre de l'ombre, il faut comprendre comment elle a commencé. Quand on parle du Mossad aujourd'hui, on pense à des assassinats précis et des agents invisibles disséminés partout dans le monde. Mais pour comprendre comment cette agence est devenue ce qu'elle est et comment elle a taillé sa réputation sulfureuse, il faut revenir à ce qu'elle était au départ. Le Mossad est officiellement créé en décembre 1949, à peine un an après la naissance d'Israël. Mais ses racines plongent plus loin, dans l'époque où l'État hébreu n'existait pas encore. À cette époque, les Juifs de Palestine britannique avaient fondé un réseau de défense secret, la Haganah. La Haganah, c'était une milice de protection juive clandestine créée dans les années 1920 pour défendre les colonies agricoles face aux attaques. Une armée de l'ombre structurée, loyale, déjà entraînée à contourner les lois, à faire transiter des armes et à monter des opérations secrètes à travers l'Europe. C'est de là que vient l'ADN du Mossad. Et c'est ce qui en fait dès le départ une force non conventionnelle. Lorsque l'agence voit le jour, elle est placée sous l'autorité directe du Premier ministre israélien. Pas de ministère, pas de supervision extérieure, juste une ligne directe avec le sommet de l'État. Mais c'est sous la direction d'Isser Harel, nommé en 1952, que le Mossad entre dans une nouvelle ère. Harel est l'homme qui va transformer une cellule dispersée en véritable service d'élite. Son opération la plus célèbre, l'enlèvement d'Adolf Eichmann, architecte de la solution finale, retrouvé en Argentine en 1960. Pendant des mois, les agents du Mossad l'observent, vérifient son identité, montent un plan. Ils le kidnappent un soir dans la rue, le droguent, le transportent clandestinement en Israël et le livrent à la justice. C'est le premier coup d'éclat international du Mossad. Et il repose déjà sur les 2 piliers qui deviendront la marque de fabrique de l'agence. La discrétion totale, pas de revendications, pas de traces, pas de bruit, et le ciblage intelligent. Une seule personne, pas une armée, pas un attentat aveugle. L'arme principale du Mossad, l'humain. Ce que le Mossad fait mieux que quiconque, ce n'est pas l'espionnage électronique, c'est l'infiltration humaine. Ils n'ont pas besoin de drones quand ils peuvent obtenir une clé, un badge ou un mot de passe en parlant à la bonne personne. Ils recrutent des sources, ils infiltrent des milieux fermés, ils manipulent des gens, et parfois, ils deviennent eux-mêmes les personnages principaux. Prenez Eli Cohen, un agent israélien envoyé en Syrie dans les années 60. Pendant des années, il réussit à devenir l'un des hommes les plus influents du pays en se faisant passer pour un riche homme d'affaires pro-gouvernemental. Il organise des réceptions, devient intime avec les généraux, visite des bases militaires. Et pendant tout ce temps, il transmet des informations clés à Israël jusqu'à sa capture en 1965, à la suite de laquelle il sera torturé et pendu. Sa découverte entraînera une purge dans les cadres dirigeants syriens, de peur d'autres Eli Cohen infiltrés. Mais si l'on éclipse la fin tragique pour cet agent, cette opération est l'exemple type du Mossad. Le masque, l'intimité, la patience. Des opérations longues pour des frappes rapides. Car oui, le Mossad frappe vite, mais il prépare lentement. Chaque opération peut durer des mois, parfois des années entières de repérage, de recrutement, d'observation, de logistique. Quand en 2018, le Mossad entre dans un entrepôt discret de Téhéran pour voler des tonnes d'archives nucléaires iraniennes, l'opération elle-même ne dure que 6 minutes. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Tout avait été préparé.
La localisation, la construction d'une réplique exacte de l'entrepôt pour les entraînements, les accès temporaires, l'extraction. L'opération s'est déroulée en un éclair, mais c'est un éclair que le Mossad a mis 3 ans à charger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a également une diversité dans les méthodes maîtrisées. Si le Mossad est autant craint, c'est parce qu'on ne sait jamais quelle forme il prendra. Parfois, c'est un agent sous couverture dans un aéroport. Parfois, c'est un téléphone modifié qui explose. Parfois, c'est une moto qui colle une bombe sur une voiture en pleine circulation. Contrairement à la CIA ou au MI6, le Mossad ne s'appuie pas sur un empire. Il n'a pas 150 bases dans le monde. Mais il a mieux, un réseau. Le Mossad fait appel à des juifs de la diaspora, à des sympathisants, à des agents doubles, à des intermédiaires dans tous les continents. Il infiltre, il corrompt, il recrute. Il ne se contente pas d'envoyer ses propres hommes, il utilise les vôtres. Bien souvent, il construit ses opérations sous des couvertures parfaitement légales. Une grande précision, une grande patience, une grande capacité à frapper sans faire de bruit. Ils avaient le temps, ils avaient le réseau et surtout, ils avaient la méthode. Ce que le Mossad allait faire en janvier 2010 allait prouver au monde entier que même dans un état moderne ultra sécurisé, personne n'est intouchable. Quand Mahmoud al-Mabhouh atterrit à Dubaï ce mois-là, il est déjà un homme marqué. Membre fondateur des brigades Izz el-Din al-Qassam, la branche militaire du Hamas, il est considéré comme le lien direct entre les financements iraniens et l'acheminement d'armes vers Gaza. Et il le sait, il a survécu à au moins 2 tentatives d'empoisonnement, il ne se déplace jamais sans précaution, il change de ville, d'hôtel, d'itinéraire. Mais cette fois-ci, le piège est déjà refermé. Car ce que Mabhouh ne sait pas, c'est que le Mossad a eu accès à sa réservation d'hôtel plusieurs jours à l'avance. Il ne sait pas non plus qu'une équipe d'au moins 26 agents s'est infiltrée dans Dubaï avec de faux passeports britanniques, français et allemands, tous avec de faux noms, de fausses coiffures et de faux rôles. Il ne sait pas que dans le hall de l'hôtel, il est observé, qu'un étage au-dessus de sa chambre, un autre agent écoute, et que dans le couloir, 2 autres attendent qu'il entre pour mourir. Ce jour-là, Mabhouh se rend dans sa chambre d'hôtel comme à son habitude, mais la serrure électronique a été piratée à distance. L'équipe entre quelques minutes plus tard. Il l'immobilise avec une injection de succinylcholine, un paralysant qui agit en quelques secondes, puis il l'étouffe méthodiquement avec un oreiller. 0 trace, pas de sang, pas de bruit. Le lendemain matin, le personnel d'entretien découvre son corps. D'abord, on parle de crise cardiaque, mais très vite, la vérité commence à suinter par les caméras. Et c'est là que le plan parfait montre sa seule faiblesse, ou peut-être sa véritable intention. Dubaï est truffé de vidéosurveillance. En quelques jours, les enquêteurs reconstituent les visages, les tenues, les déplacements de toute l'équipe. On voit les agents se déguiser, se croiser, échanger de faux sacs. On voit les entrées, les sorties, les rôles partagés. Un agent monte la garde, un autre occupe la réception, un troisième brouille les pistes. C'est une véritable scène de film, sauf qu'elle est vraie. Le Mossad n'a pas revendiqué l'opération, il ne le fera jamais. Mais les images sont là et le message est passé. Et quel est-il ? Le Mossad peut entrer dans votre hôtel, le Mossad peut vous regarder dormir, et le Mossad peut repartir avant même que vous ne vous réveilliez. Terrifiant. Mais ce n'était qu'un avant-goût, car ce que l'agence israélienne allait faire ensuite n'allait même plus nécessiter de présence humaine. Après l'opération spectaculaire de Dubaï, le Mossad savait une chose, le monde regardait. Les images de caméra, les passeports truqués, les diplomates convoqués, Israël ne pouvait pas reproduire ce genre d'opération tous les mois. Mais le programme nucléaire iranien, lui, avançait. Alors le Mossad a changé de tactique. Plus d'agents dans les couloirs, plus de chambres d'hôtel. Cette fois, les meurtres allaient être plus rapides, plus discrets et plus mécaniques. Tout commence le 12 janvier 2010. À Téhéran, Massoud Ali Mohammadi, physicien nucléaire de renom, sort de chez lui. Il monte dans sa voiture, il tourne la clé de contact. À côté de lui, une moto est garée depuis le matin. Personne n'y a prêté attention. Elle explose, instantanément. Massoud meurt sur le coup. La bombe était dissimulée dans le cadre du véhicule, orienté vers le siège conducteur. Pas de revendication, pas de suspect, pas de témoin. Et ce n'est que le début. Le 29 novembre de la même année, Mejid Shariahi,
spécialiste des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium, roule en pleine ville. Une moto s'approche de sa voiture. En une fraction de seconde, un homme colle un engin explosif à la portière. L'explosion est déclenchée à distance quelques secondes plus tard. Résultat, Shariahi est tué, sa femme, assise à côté de lui, est grièvement blessée. Le conducteur de la moto, jamais retrouvé. Et le Mossad continue. Entre 2010 et 2012, au moins 5 scientifiques iraniens sont éliminés selon ce mode opératoire. Bombes collées en mouvement, explosifs déclenchés à distance, équipe sur 2 roues, cible abattue, si possible sans toucher l'entourage. Ce ne sont pas des frappes de guerre, ce sont des chirurgies mobiles conduites à pleine vitesse, en plein jour, en pleine capitale. Téhéran commence à paniquer. Les services secrets iraniens soupçonnent des complices internes, des agents doubles, des taupes, des fuites dans les universités. Car ces attaques montrent plus qu'un savoir-faire tactique. Elles montrent une présence invisible mais permanente. Quelqu'un savait où se trouvaient ces hommes, à quelle heure et avec qui. Mais ces motos piégées n'étaient que la répétition, car ce qui se prépare dans l'ombre va dépasser tout ce que le Mossad a jamais tenté. Les assassinats de scientifiques avaient un défaut. Ils laissaient une trace humaine. Un motard, une voiture, un agent qui fuit, une caméra de surveillance. Même avec la meilleure des préparations, il y avait toujours un risque de capture. Alors le Mossad a poussé l'idée jusqu'au bout. Et si l'on pouvait éliminer une cible sans qu'aucun agent ne soit physiquement présent? Le 27 novembre 2020, Mohsin Farizadeh, directeur du programme nucléaire militaire iranien, roule tranquillement avec son épouse dans une voiture noire près de la ville d'Absard. C'est un vendredi après-midi, il fait bon, la route est dégagée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un peu plus loin, garée au bord de la route, une camionnette bleue Nissan Zamyad attend. À première vue, c'est un véhicule de travaux, bâches, outils, sacs de gravats, mais à l'arrière, dissimulée sous une fausse cloison, une mitrailleuse télécommandée de type FN Mag montée sur un bras robotisé. Ce n'est pas une simple télécommande. L'arme a été modifiée pour reconnaître le visage de la cible grâce à une IA et tirer automatiquement sans intervention humaine directe. Le tout est contrôlé à distance depuis Israël. Lorsque la voiture ralentit pour passer un dodan, la mitrailleuse s'active. En 15 secondes, 13 balles sont tirées. Elles touchent uniquement Farizadeh. Sa femme, assise à quelques centimètres, n'est même pas blessée. Évidemment, les gardes du corps ne comprennent rien. Avant qu'ils puissent réagir, la camionnette explose. L'arme est détruite, les composants volent en éclats, il ne reste aucune preuve exploitable. Ce jour-là, le Mossad a éliminé l'homme le plus protégé d'Iran, sans drone, sans commando, sans même traverser une frontière. C'est une démonstration de force, mais aussi un message stratégique. Ce n'est pas seulement une opération futuriste, c'est la preuve que le Mossad n'a plus besoin de s'approcher pour tuer. Et pourtant, malgré ce saut technologique, une question subsiste. Pourquoi tout cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette obsession pour des frappes si violentes, s'ils sont capables de précision et de discrétion? Si le Mossad est capable de frapper aussi précisément, s'il peut assassiner un homme sans toucher sa femme à 1500 km de distance, ou faire exploser un téléphone sans blesser celui qui le tend, ou éliminer un scientifique en pleine capitale sans laisser de traces, alors pourquoi y a-t-il encore tant d'opérations qui se soldent par des pertes civiles? Pourquoi certaines frappes sont-elles si brutales, si visibles, si violentes? Est-ce parce que la technologie a ses limites? Ou est-ce parce que certaines morts doivent se voir? Ce qui est sûr, c'est que le Mossad, lui, ne parle pas, il agit toujours et encore dans l'ombre et la lumière.